Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans ce dimanche, nous arrivons à la fin du confinement. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma chemise rouge, néanmoins, j'ai la chance de pouvoir porter le même nom de la personne dont on va parler aujourd'hui. Je pense que vous l'aurez peut-être deviné avec les petits livres qu'il y a juste derrière moi. On va parler d'Antoine de Maximi. Juste avant ça, pensez peut-être à vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Bien sûr, faites-le à la fin de la vidéo si jamais le contenu vous plaît. Je vous invite à voir aussi tout ce qui a déjà été fait. On a d'autres petites vidéos sur d'autres voyages, donc en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud, entre autres, qui peuvent vous intéresser, et d'autres sur le matériel photo, comment prendre les photos, etc. etc. Je le dis maintenant parce qu'en fin de vidéo, les gens ont tendance à partir très vite. On va repartir sur notre sujet principal. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce cher, on va prendre ici, il fait apaiser, de ce cher Antoine de Maximi, personne emblématique. On va voir un petit peu sa vie, de d'où il vient, quelle est sa façon de penser, comment il en est arrivé du coup à ces voyages-là, l'émission J'irai dormir chez vous. Qui est Antoine de Maximi? C'est sûrement une des personnes qui m'a le plus influencé dans la vision de voir mes voyages. Il est né de parents artistes, très artistes, on voit dans un des reportages, qui sont assez libres d'esprit, assez très ouverts d'esprit. C'est peut-être une des choses principales qui lui a donné un petit peu sa manière de voir les choses. Il a fini ses études à 17 ans, après s'être fait virer, comme quoi, si on se motive un petit peu, on peut réussir à tout dans la vie, même si les études aident forcément, j'invite tout le monde à pouvoir étudier autant qu'il peut. Il a été popularisé, enfin disons qu'il est devenu un petit peu une image publique à partir du moment où il a fait l'émission J'irai dormir chez vous, qui s'est développée, une émission à grand succès, qui pourtant au début n'avait pas grand intérêt pour les chaînes de télévision. C'est donc une émission qu'il aura montée par lui-même, qu'il a fait mûrir à ce qu'il dit en quelques heures. Je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment du cœur de lui, quelque chose qu'il voulait partager, quelque chose qu'il voulait faire pour montrer un petit peu tout ce qu'il pouvait découvrir pendant les voyages et montrer la diversité des cultures qu'on peut rencontrer, qui est assez importante. Donc il a enchaîné pas mal de boulot avant. Comme je vous l'ai dit, il a terminé ses études à 17 ans, mais ça l'a pas empêché d'aller sur certains terrains. Il a fait donc des reportages de guerre, des reportages animaliers, mais aussi des reportages scientifiques très intéressants, portant sur des thématiques assez sérieuses, ce qui lui a donné du coup une expérience sur le terrain plutôt bonne. C'est de base un ingénieur de son qui va, par le cours des événements, devenir cadreur et réalisateur de documentaires, un peu par le bon vouloir, comme ça. Il est devenu, en tombant sur certains projets, en voulant réaliser, en voulant montrer au public ce qu'il pouvait avec ses différentes aventures, il a du coup fini par tenir la caméra, avoir une caméra en main et pouvoir aller sur le terrain, là où se passent les événements, là où il se passe l'action, là où il se passe les choses intéressantes qu'il raconte durant ses différents documentaires. Son émission principale, la plus connue, j'ai envie de dire, même si tout son parcours est très intéressant et l'a formé pour pouvoir être capable de sortir son émission J'irai dormir chez vous, une émission qui a commencé en 2003, donc j'ai regardé sur les livres, les interviews, etc. Des fois il y a marqué 2004, des fois il y a marqué 2005, j'ai retenu 2003, c'est d'autant plus marquant comme ça. C'est un format donc de 50 minutes, son but c'est de ne partir sans organiser son voyage, dans un pays étranger où la culture n'est pas la même, où la langue peut être aussi bien différente, et il va du coup traverser un petit peu le pays, découvrir différents endroits pour aller à la rencontre des gens, et pouvoir dormir chez eux. C'était un petit peu le but de notre voyage avec Baptiste et moi quand on est parti en Asie du Sud-Est, pas forcément de dormir chez les gens, mais d'aller à la rencontre des cultures locales. Donc c'est par ça en fait que je veux dire que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans sa vision de voir les choses, dans sa vision d'être optimiste. Il y a aussi quelques autres émissions spéciales qui se développent entre 90 et 100 minutes de reportage, comme le Burning Man par exemple, que je vous invite à aller voir, qui est une exploration artistique assez spéciale, mais qui vaut le détour. Une des seules organisations principales de son voyage, ça va être parmi les destinations dans lesquelles il est allé. Une organisation qui a pu être changée au fur et à mesure des épisodes, par exemple la Grèce, là où il est parti totalement en improvisation sur ce voyage. Il a même choisi d'aller en Grèce, à l'aéroport même, donc quelques heures avant de prendre l'avion. Néanmoins, il y a quand même une thématique globale dans la réalisation de tous ces petits épisodes, c'est de 1, de pouvoir aller dans un pays, dans une zone touristique qui représente un petit peu le pays, de 2, d'aller dans un endroit plus moderne, et un dernier point, ça va être d'aller plutôt dans la campagne, donc dans des endroits totalement paumés, et de par ces points-là, il va pouvoir observer un petit peu toute la globalité de l'atmosphère du pays, de ce que ça évoque, de comment les gens sont à différents endroits, et ça l'amène du coup sur des situations plutôt intéressantes. Chaque destination est choisie au feeling en fonction de
de ce qu'il connaît par rapport au pays, en fonction de la culture locale, de ce qui peut être présenté, de ce qui peut être découvert. Donc il y a plein de pays variés, différents, que ce soit la Guadeloupe, le Maroc, la Grèce, comme je vous l'ai dit, il y a le Japon, la Corée du Sud, qui est un épisode très important pour moi, et en plus qui est très marrant sur la fin de l'épisode, je peux que vous conseiller d'aller voir ça. Normalement, j'aime bien aller dormir chez les gens, mais dans l'état où je suis, je ne vais pas dormir. I think in the sea. Enfin bref, il y a vraiment des pays sur tout le globe, il y a une 60aine de pays, il me semble, qu'il a fait pour ces émissions-là, et plus d'une centaine qu'il a dû visiter par lui-même durant ses différentes expéditions à travers le monde. Et comment est-il parti sur ces différents-là, et comment a-t-il filmé tout ça? Donc c'était en 2003, faut savoir qu'à cette époque-là c'était encore de la définition SD tournée en cassette. Il a du coup demandé à une entreprise qui me semble est sur Paris, qui s'appelle Horus, qui lui a fabriqué par le biais d'autres caméras qui existaient avant, donc ils ont démonté tout ça pour pouvoir les remonter dans un matériel propre à Antoine de Maximi. Il existe actuellement, il me semble, environ 6 prototypes qui ont été faits spécialement pour lui, donc des prototypes professionnels et bien chers. Je pense que c'est une des images que vous avez le plus souvent vues de lui, une caméra déportée qui va le filmer en selfie, donc c'est un petit peu l'ancêtre de la perche que tout le monde connaît maintenant. Il a une caméra à l'épaule qui lui permet de voir directement ce qu'il a sous les yeux, et une caméra à la main, donc un caméscope avec un micro qui va lui permettre de prendre différents plans en fonction des situations qui lui sont proposées. Et tout ça avec un enregistrement constant, donc il dit qu'il a à peu près entre 40 et 60 heures d'enregistrement sur 2 semaines de voyage, qui vont être du coup condensées en 50 minutes. Le but c'est vraiment de le garder le plus possible pour pouvoir faire et montrer tout ce qu'il y a à montrer dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment des situations qui n'ont pas forcément grande importance, donc c'est pas forcément des situations où on va montrer des événements culturels spécifiques. Néanmoins c'est la culture propre au pays, des gens qui vivent à l'intérieur, qui font vivre le pays, et de comment ils sont dans le pays. C'est pas toujours représentatif à 100%, ça dépend bien sûr sur qui il tombe, mais ça donne une bonne idée de la culture locale, vraiment de l'authenticité qui peut être représentée dans ces pays. Et c'est ça qui a fait l'importance et l'originalité de ton émission à cette époque-là, c'est d'avoir été à peu près le premier vlogueur voyage au monde. Je sais pas, parce que je me suis pas renseigné effectivement s'il y avait d'autres vlogueurs qui ont pu faire ce genre d'émission avant. Néanmoins en France, ça a été le premier vlogueur voyage à lancer un peu cette mode-là, et bien plus tard, avec Internet et YouTube, comme j'ai pu le faire et comme d'autres l'ont pu faire, comme Laurent Cassia par exemple, sont partis à l'étranger faire des vlogs, présenter la culture locale, leurs petits voyages par-ci par-là, et ça a donné une mode qui est maintenant devenue totalement normale sur Internet, et qu'on a un plaisir fou à regarder. Et du coup, de voir ça à la télévision, à l'époque, j'imagine un petit peu le choc que ça a dû faire pour une émission. Il dit lui-même d'ailleurs, c'est une émission qui n'a pas forcément été facile à vendre, mais il était bosseur, mais il voulait partager son envie de projet comme ça, et il a réussi pour, du coup, au final, un très bon succès. Comme quoi, faire dans l'originalité, et travailler, bosser à fond sur quelque chose qu'on aime, ça finit toujours par payer. Donc bien sûr, il voyage tout seul, je le répète, parce que à l'époque c'était beaucoup demandé, maintenant c'est peut-être plus normal, mais oui, il voyage bien tout seul dans des régions des fois totalement hostiles. Donc hostile, je veux dire par là, il allait voir par exemple les Papous en Indonésie, qui sont vraiment des tribus en pleine forêt. Il y en a vu d'autres comme ça, au Vanuatu il me semble aussi, où il s'est fait pas courser, mais il s'est fait chasser avec une machette parce qu'il a un petit peu dérapé sur les codes un petit peu local, donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais voilà, il y a plein de moments authentiques vécus par cet homme qui en font une source d'inspiration pour les voyages, et du coup qui m'a appris un petit peu à appréhender l'étranger et sur ma vision de ce que je voulais voir là-bas. Il le dit très bien lui-même, il va pas forcément là-bas pour voir des paysages, pour voir la statue de l'empereur Tang qui est là et qui a été important historiquement. Il est là pour voir les gens. Et c'est aussi un des points que j'essaie de transmettre à travers ma caméra, même si je le fais à ma façon et que je suis beaucoup plus réservé que lui, j'ai aussi eu moins d'occasions de voyager que lui pour l'instant, mais néanmoins il y a une démarche derrière tout ça, un respect à avoir par rapport au pays, que je reprends assez facilement dans mes voyages et que j'essaye de respecter au maximum pour respecter la culture et la découvrir par moi-même aussi, et vous la faire découvrir à travers les photos et les vidéos. Mine de rien, son matériel a quand même une importance dans la rencontre des gens, puisqu'il va demander de dormir chez les gens, ce qui peut être assez incongru au premier abord et déroutant pour certaines personnes. Néanmoins, ça va provoquer un petit peu
le fait de débloquer certaines personnes qui peuvent parfois être un peu de mauvaise humeur et au final sourire à la fin de l'épisode, et son matériel du coup va être là un petit peu aussi pour débloquer tout ça, parce que moi si j'arrive avec juste un appareil photo à la main, voir des locaux, leur parler comme ça peut paraître un peu bizarre. Le fait d'avoir cette grande perche, d'accrocher avec l'espèce de ceinture qu'il a autour du ventre qui vient, où la perche vient s'accrocher, et d'autres choses qui vont avec, le côté professionnel comme ça va un petit peu attiser la curiosité des gens par moment. Il y a certains moments où on voit clairement les gens qui s'en fichent, mais il y a des fois ça va attiser une certaine curiosité à se demander pourquoi cette personne est là. Je pense aussi du fait qu'il a commencé ça très tôt, donc pas aussi tôt que par exemple des photos qu'on retrouve d'un Steve McCurry, mais le fait qu'il a commencé ça en 2003, le tourisme mondial n'était pas encore développé totalement, qui je pense déjà amenait plus de curiosité par rapport aux gens. Il le dit lui-même aussi, certains endroits qui sont moins touristiques, ça prête beaucoup plus à la rencontre des gens, et le fait de pouvoir partager comme ça des moments de vie assez personnels. Quand je dis qu'il m'a inspiré durant mes voyages, c'est par le biais de différents aspects. Il y a déjà la chance et le hasard qui doivent être provoqués. Sachant qu'il part dans des voyages à la rencontre de gens qu'il ne connaît pas, à la rencontre de gens qu'il va découvrir sur le terrain, il est là pour laisser le hasard agir et provoquer la chance pour faire basculer cette chance-là et que du coup elle vienne en votre faveur. La chance c'est une chose, c'est quelque chose d'aléatoire logiquement, mais il faut savoir provoquer des bons moments et des rencontres, c'est-à-dire que il va pas juste dans une rue et se laisser aborder par des gens, il va à la rencontre des gens, il est curieux, il va voir ce qu'ils font, il va poser des questions, et même s'il parle pas français ou il parle pas anglais, il essaie de comprendre, de se faire comprendre, d'échanger des choses, et ça va commencer une discussion, et je pense que même le fait de ne pas parler la langue, ça va parfois faciliter l'approche par rapport à certaines personnes, puisque ça va un petit peu déclencher comme ça, débloquer une gênance qu'il peut avoir si jamais on n'a rien de spécial à dire, mais le fait d'essayer de communiquer avec ses yeux, avec les bras, avec les mains, d'essayer de se faire comprendre, ça peut faire sourire et faire rigoler, et apporter du coup des nouvelles rencontres, et qui peuvent s'enchaîner du coup sur des expériences à l'étranger absolument fabuleuses. Il dit aussi vouloir garder sa liberté, que ce soit dans la vie personnelle ou dans ses projets professionnels. Il a toujours fait des choses qui lui plaisaient, il a eu la chance aussi de pouvoir se battre sur des choses qu'il aimait, et le fait de pouvoir garder sa liberté, le fait de pouvoir dire ce qu'il veut dire en caméra, de pas être bloqué par un certain politiquement correct ou autre, fait qu'il a réussi à avoir une émission vraiment qui lui ressemble, qui est 100% comme lui. Quand il est allé au Burning Man et qu'il a pris quelques drogues qui étaient plus ou moins autorisées là-bas à ce moment-là, ça donne des choses assez particulières. Il y a aussi le droit à l'image par exemple, on n'en parle pas, mais je sais pas exactement comment ça se passe pour lui, mais au final il filme les gens à leur insu. Il y a même certains endroits, je pense, il me semble que c'est dans les Emirates, où il filmait les gens et au final les gens lui disaient non, il faut pas filmer les femmes, etc. Alors qu'en fait il était déjà en train de filmer, mais au moins ça permet d'apporter des images vraiment 100% honnêtes et authentiques et qui montrent la réalité des choses. Et c'est ça qui est important dans ce qu'il fait, c'est vraiment de montrer la réalité. Et c'est vraiment une des choses que j'essaie de représenter le plus dans mon travail, en tout cas sur YouTube avec les vlogs entre autres, c'est de vous montrer la réalité des choses, de vous montrer comment le pays fonctionne, et de le faire aussi transmettre à travers mes photos. Et un dernier point qui lui tient à cœur, parce que c'est un peu le combat de sa vie, c'est qu'il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre pour ses projets, montrer qu'on est authentique, montrer qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie d'aller de l'avant, et c'est un peu ce que moi j'essaie aussi de faire avec la photo. Pour l'instant j'en vis pas, pareil de YouTube, c'est vraiment une toute petite chaîne qui vaut absolument rien pour l'instant, néanmoins ça m'a amené à rencontrer entre autres Laurent Cassia et Jake, qui ont été des super rencontres une fois en Corée du Sud, qui m'ont permis de voir encore plus loin dans mes projets. Le fait de voir leur se battre, de toujours aller de l'avant, ça lui a permis du coup de faire son émission J'irai dormir chez vous, et là en ce moment il est en train de se battre pour un projet de fiction, c'est J'irai dormir chez les Carpates, il me semble, qui est toujours en production et qui essaye d'être vendu, donc je sais pas exactement à l'heure actuelle où est-ce que ça en est, néanmoins c'est un projet qui attise ma curiosité de par la combativité de Antoine de Maximi. Je pense qu'on a fait le tour, on va pas s'écarter beaucoup plus loin, tout ça je voulais simplement vous présenter le personnage, ce qu'il a fait, comment il travaille et pourquoi il en est arrivé là. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je peux que vous inviter à aller voir les reportages, aller voir son travail juste pour ce que ça représente, et juste pour l'histoire des vlogs, juste pour ça, pour voir un petit peu quelle personne en France en tout cas a commencé ce mouvement-là, et pourquoi maintenant sur internet on a autant de vlogs qui montrent notre petite vie, etc. Enfin bref, je trouve que ça fait partie d'un tout, mais le personnage est très intéressant dans sa philosophie de vie et de philosophie de voyage aussi, donc je peux que vous inviter à aller voir, et aussi si vous voulez acheter les livres qui racontent un peu plus de détails
de backstage. Encore une fois, c'était Antoine pour Photopia, je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, normalement, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et voilà, allez voir Instagram, abonnez-vous, etc. Commentez si vous avez des choses à dire. Je vous dis à la prochaine, c'était Antoine pour Photopia. Ciao. Your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger